Bienvenue dans la review cinématographique, épisode ou semaine numéro 6, des films cultes, des films d'auteur, des films indépendants, des blockbusters, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Alors pour ma part, cette semaine, il y a eu c'était très varié. Il y a eu des Miyazaki, enfin plutôt des studios Ghibli, il y a eu des films dont je pense je n'aurais jamais vu de ma propre patte, je te les ferai savoir, et des films par contre que je voulais voir et qu'on a vu et que je trouve incroyables ou non, enfin tu verras, je te le ferai savoir aussi, mais surtout ce que j'ai hâte de savoir, ce que j'ai hâte de voir, c'est les films que tu as vus, que tu as visionnés cette semaine, et apparemment tu me les as chacun vendus comme un billet de 500, et donc on va voir ça, j'ai vraiment hâte de voir, et puis c'est parti, puisque tu as commencé la semaine dernière, je commence aujourd'hui. Perhaps my fifth grade self is trying to tell me to find a new way to fly. Ce qui est sûr, c'est que le premier film que j'ai vu, c'est Souvenir goutte à goutte de Isao Takahata, qui est le deuxième long métrage après le succès, le grand Tombeau des Lucioles que j'avais surkiffé. Et pour ma part, Souvenir goutte à goutte est très loin, très éloigné du Tombeau des Lucioles. Et quand je dis très éloigné, c'est que je l'ai pas autant surkiffé. Alors pour te dire vite fait, on suit finalement une nana qui vit sa vie, hein, et au fur et à mesure que l'histoire avance, elle va se remémorer des souvenirs d'elle quand elle était en CM2. Alors oui, ça n'avance pas énormément l'histoire, c'est le cas, ça devient même un petit peu long des fois. Non, ça fait vraiment pas avancer l'histoire et au bout d'un moment, ça devient relou. Alors oui, je parle pas beaucoup des... Je vais essayer de pas beaucoup parler sur les Miyazaki parce qu'il y en a trop, mais voilà, c'est assez relou à force. Et après Souvenir goutte à goutte, le studio Ghibli que j'ai vu, c'est Pompoko, qui est un autre Isao Takahata. Et je sais pas ce qui s'est passé. Alors très clairement, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Souvenir goutte à goutte et Pompoko, je sais pas. C'était, on va dire, le trou entre tous les studios Ghibli que j'ai vus. Entre le dernier, c'était quoi? C'était Je peux entendre l'océan. Et ensuite, si tu tends l'oreille, il y a eu Souvenir goutte à goutte et Pompoko, et là je sais pas ce qui s'est passé. Pour te dire vite fait, Pompoko c'est l'histoire d'une famille, d'un clan de Tanuki qui va se rebeller contre les humains et essayer de détruire finalement le monde des humains pour que la forêt puisse vivre. Alors c'est une thématique assez intéressante puisque c'est une thématique qui existe depuis énormément longtemps et qui, encore dans la vraie vie, n'est toujours pas terminée. Alors comme ça sur le plateau ça peut être intéressant, même moi j'ai été hyper intéressé. Bah au final... ça n'avance pas, ça n'avance à rien, non mais vraiment, l'histoire n'avance pas. Tu vois, alors je vais te dire exactement de quoi est composé le film. Tu as les Tanuki qui s'entraînent. Les Tanuki veulent combattre les humains. Il y a un débat là-dessus. Certains Tanuki rebelles combattent les humains. Ils pensent avoir réussi puisqu'ils détruisent une infime partie de ce que composait le monde des humains. Les humains reconstruisent cet endroit détruit par les Tanuki, et ça recommence. Et c'est ça pendant 2 heures. Cet enchaînement est répété 4 ou 5 fois dans l'histoire. Et c'est ça pendant 2 heures. Et pour te dire que je me suis fait chier à un point, c'est que malgré le fait que j'ai énormément de respect envers les films des studios Ghibli, je me suis fait chier. Et pour te dire ça, j'ai laissé le film défiler et j'ai pris mon portable et j'ai joué. Et franchement, ça me faisait chier, mais je me suis ennuyé devant beaucoup. Voilà, faut dire ce qui est. David Fincher. Vous avez déjà vu une chose pareille? Non. Seven. Alors voilà, Seven, je l'ai enfin vu. C'était pas le premier David Fincher que j'avais vu, c'était le deuxième puisque j'avais fini Alien 3. Bon, Fight Club, je l'avais pas fini, donc je vais pas dire que c'était mon premier David Fincher. Mais donc du coup, mon premier David Fincher, c'était Alien 3. Et là, je me suis attaqué à Seven, qui est apparemment un gros morceau. Et en effet, c'est un gros morceau. S'il te plaît, ne te spoile pas, mec. Si tu l'as pas vu, ne te spoile pas avant de l'avoir vu. Parce que malheureusement, je me suis spoilé malencontreusement et je suis dégoûté. Et il est incroyable. Alors si tu ne vois pas ce qu'est le pitch, malgré que je te sous-estime un peu là actuellement et je sais que tu sais le pitch, je vais te le refaire vite fait. On a Brad Pitt et Morgan Freeman en guest, 2 policiers, un qui est presque à la retraite et le nouveau qui va prendre la place du vieux, on va dire ça comme ça, et qui sont tous les deux sur la même enquête, essayer de choper
un malfrat, un gars mais vraiment hyper glauque, qui tue ses victimes du coup en faisant une représentation d'un péché capital en particulier. La gourmandise, l'orgueil, l'envie, tout y est, les sets, motherfucker. Et ça, c'est vraiment bon. Alors voilà, vraiment, c'est hyper sadomaso ce que je vais dire, c'est hyper sadique, mais vraiment, c'est ce que je me suis dit dans le film. Je me suis dit, putain, on va me prendre pour un taré. Mais voilà, à chaque fois qu'une mort arrive, tu as envie de savoir comment va être représenté le prochain péché capital. C'est vraiment bizarre comment je le dis, mais c'est vrai. Et franchement, comme intrigue, c'est génial. Morgan Freeman et Brad Pitt jouent comme des dieux, et vraiment, on ne s'ennuie pas. Et mec, tu n'es pas prêt. Vraiment, si tu n'as pas vu Seven, tu n'es pas prêt. Mais vraiment, on en parlera quand tu l'auras vu, mais tu n'es pas prêt. Mais genre vraiment. T'as répété ce speech, avoue-le. Oui, un peu. Je me suis peut-être précipité. Non, t'as été génial. Ocean's 11. Tu joues ou tu passes? Ocean's 11, un casting de dieu, et pourtant, c'est pas hyper ouf non plus. Alors je vais m'expliquer vite fait, je pense que tu les as vus, et je suis sûr que tu les as vus, puisque sur Sens Critique, tu as noté Ocean's 11, 12 et 13. Ocean's 11, pour moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre du tout. Voilà, je vais te le dire vite fait. On a un casting 5 étoiles. Il est vrai. Le film, tu peux le découper en deux parties. La première partie qui peut être composée de la formation de l'équipe. On voit un petit peu le caractère de chacun, les aptitudes de chacun. Et la deuxième partie, on passe à l'action. On est dans le casino, on vole tout. Et c'est cool, cette partie. Par contre, la première partie, tu te fais grave chier. Ah oui, le film est découpé en 2 heures. Je crois que le film dure 2 heures. Et sur ces 2 heures, t'as réellement 1 heure qui ne servent pas à rien. Puisque tu découvres les personnages qui vont braquer là le casino. Mais c'est long. Oh là là, comme c'est long. Je n'aime pas regarder les films en 2 fois, c'est pour ça que je me force à chaque fois, parfois, à voir la fin. Et Ocean's 11, vraiment, la première partie, c'est longuet de fou. Et merde, quoi. J'ai failli arrêter. Non, j'ai pas failli arrêter, mais je voulais voir comment le braquage allait se réaliser. Alors franchement, je place une spéciale dédicace à la bande son qui est quand même assez excellente. Mais franchement, le principal défaut du film pour moi, c'est la première partie qui est très longue. Et alors, petite erreur, non, j'ai vu Ocean's 11, Ocean's 12, mais pas Ocean's 13, et encore moins Ocean's 8, puisque bon, j'ai pas envie de perdre mon temps, quoi. Et Ocean's 11, t'as mis 6, j'ai mis 7, et je trouve pas que la première heure est un peu fastidieuse, mais je la trouve pas si chiante que ça, vraiment. Et pour moi, ça ne fait que embellir le braquage de fin, qui est vraiment tellement malin, quoi, c'est tellement bien fait. Et Ocean's 12, par contre, le regarde pas spécialement, c'est pas un très bon film. En fait, c'est le 1, mais je l'ai regardé il y a 1 an environ, et il y a une histoire d'amour avec Brad Pitt qui pue la merde, le braquage pue la merde, c'est mou, c'est chiant. Ah oui, et il y a Bruce Willis qui joue Bruce Willis, c'est le seul intérêt en fait. Oh yes, sir, Bob. It certainly has been a pleasure. Shoot Them Up. Entre Premium Rush et Shoot Them Up, la dernière fois on avait choisi Premium Rush, et là du coup nous avons regardé Shoot Them Up. L'acteur qui joue le personnage principal dans Les Fils de l'Homme, Monica Bellucci, des flingues, des scènes d'action, toutes les 5 minutes, du sang, du sexe, du gore, franchement là on pourrait créer le film parfait, et pourtant... c'est pas folichon, hein. Franchement, les scènes d'action, très clairement, elles sont brouillons. Parfois, c'est mal filmé. T'as un personnage qui joue, en fait, qui est un bad guy, qui joue Monsieur Gentil à partir d'un moment, et qui est invincible. Non mais vraiment, à partir du moment où tu verras certaines scènes d'action, tu comprendras que Monsieur est invincible. On expédie l'histoire à la fin, c'est assez abusé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À partir du moment où t'as vu la première scène d'action qui commence littéralement à 2 minutes de film, tu comprends automatiquement à quoi va ressembler le film. Moi j'ai vu à quoi allait ressembler le film. Pendant le film, t'as mon père qui me disait alors si on le prend avec du premier degré, hein, bien évidemment c'est pas drôle. Je l'ai pris avec du premier degré. Et c'est pas forcément drôle. Moi j'ai l'impression que dans ce film je n'ai jamais trouvé le second degré. Et donc du coup je n'ai pas réussi à kiffer le film. Franchement Shoot 'em Up c'est... ouais, j'en attendais beaucoup plus.
j'en attendais beaucoup plus. Ashitaka, ne peux-tu sauver ta bien-aimée? Princesse Mononoke, c'est le dernier Studio Ghibli que j'ai vu la semaine, donc je l'ai vu hier. Alors, la dernière fois que je l'avais vu, c'est quand j'habitais encore à Reims, donc ça remonte vraiment à 4-5 ans, quoi. Et vraiment, je l'avais pas revu depuis. Je m'étais limite, je crois que je m'étais endormi devant, donc du coup, j'avais aucun souvenir à part la première scène. De toute façon, dans les films de Miyazaki, que ce soit Nausicaa, Princesse Mononoke ou même d'autres films, je dirais peut-être Le Voyage de Chihiro, je me rappelle plus, les scènes d'action, la première scène, elle est vraiment insane, avec une musique assez, on va dire, dark, catastrophe qui l'accompagne, c'est vraiment assez incroyable. Et Princesse Mononoke, je comprends exactement pourquoi c'est un chef-d'œuvre de Miyazaki, parce que c'est excellent. Et c'est le premier Miyazaki, finalement, qui est violent. Au sens propre. Jusque-là, je n'avais jamais vu un Miyazaki, un studio Ghibli de tel. T'as des têtes qui volent, t'as des bras qui arrachent, t'as du sang de partout. Vraiment, Princesse Mononoke n'est pas pour les gosses. Et ça change. Et je trouve ça bien. Donc du coup, niveau scénario, bon, bien évidemment tu l'as vu, hein, c'est quasi sûr, je pense. Niveau scénario, on est bon, on accroche au personnage, les scènes d'action, oh là, quand il y en a, c'est incroyable. Et oui, quoi, ça change d'un Miyazaki où c'est fantastique, où c'est tout beau, tout rose, ou même d'un Isao Takahata où on raconte l'histoire d'humains finalement qui vivent leur vie et ils ont des péripéties. Là, ça change et ça fait plaisir. J'ai vu aussi du coup Soleil Vert de Richard Fleischer avec en guest Charlton Heston qui jouait avant dans les 10 commandements, qui jouait Moïse dans les 10 commandements, donc du coup le fait de le revoir dans ce film, et ben, ça faisait plaisir. Alors de base, vraiment, le scénario, le thème et tout, post-apocalyptique, t'as deux classes sociales, les pauvres et les riches qui se font, on va dire, un chouïa à la guerre, mais c'est pas hyper explicite. Vraiment, moi, ça m'intéressait de fou. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas, c'est pas le bon terme. Ce qui m'embête, en revanche, c'est que le film ne va pas assez loin. Le film dure 1h36, et je pense t'aurais pu rajouter 20-30 minutes. No fake. Dans ces 20-30 minutes de fin, t'aurais pu rajouter vraiment quelque chose qui nous laisse pas sur notre faim. Quelque chose où on est satisfait. Parce qu'avec cette fin, cette soi-disant fin, où on découvre finalement la vérité sur cet aliment qui est appelé le soleil vert, cet aliment qui est convoité par tout le monde, qu'on voit finalement la vérité sur cela, et qu'on termine là-dessus, tu as plein de fins possible. Vraiment, tu regardes le film, je sais pas si tu l'as vu, mais regarde le film, et tu verras que tu ne seras pas satisfait de la fin, parce que le film ne va pas assez loin. Et pour moi, c'est son principal défaut. Le film est très bon, mais il ne va pas assez loin. Et je suis déçu. Oh, moi je fais ça pour mes fillettes. Dire que c'est comme ça qu'au bout de ça a été tué. On a juste retrouvé $20 et ses pompes Adidas. Je suis le couloir, hein. Oui, là, c'est tout droit. Vous descendez les marches. On a bien failli péter. Oh, Dieu soit loué. Le flic de Beverly Hills 2, toujours avec Eddie Murphy en guest. Et le 1, je l'avais vraiment surkiffé parce que j'avais rigolé, mais c'était comme pas possible. Le flic de Beverly Hills 2, c'est toujours très bien. Bien évidemment, malheureusement, c'est un petit peu moins bien que le 1. On retrouve bien évidemment des personnages importants qui faisaient partie du 1. C'est toujours aussi drôle, vraiment une intrigue aussi qui est pas mal, vraiment les flics parfois ne se prennent pas du tout au sérieux. Pourquoi je chante ça? Parce que tout simplement c'est le thème du flic de Beverly Hills, si tu ne le savais pas, et ben maintenant voilà, tu sais, c'est pas Axel F qui a fait la musique, mais le flic de Beverly Hills c'est vraiment une comédie policière qui reste vraiment incontournable et très bonne. Après avoir vu Souvenir goutte à goutte et Pompoko, je me suis dit que
bah peut-être que je ne reverrai jamais de Miyazaki ou de Studio Ghibli aussi bon, ce qui est totalement faux puisqu'il y avait Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, Ponyo, je m'attendais à avoir des films de ouf. Et là arrive Si tu tends l'oreille. Alors là, Si tu tends l'oreille, je n'avais jamais entendu parler, c'est des studios Ghibli finalement qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient parce qu'ils sont très très bons. Mais évidemment, on a encore une histoire, la Isao Takahata, bien évidemment, c'est une histoire d'une jeune fille de 3e qui veut devenir, qui aime bien écrire et qui va faire la rencontre finalement d'un keumé qui veut fabriquer des violons, etc. Alors ça part un petit peu en couille, je grille des étapes, mais en vrai c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est juste une histoire d'amour assez classique, à la limite vraiment un chouïa fantastique, mais c'est pas vraiment le thème du film. Mais t'as une scène, je l'ai regardée, elle m'a mis des étoiles dans les yeux. Elle m'a donné des frissons. C'est un moment de chanson, de pure chantonnette. Elle m'a donné des frissons. C'est incroyable. Au moment où t'auras vu Si tu tends l'oreille et qu'on en parlera. Oh là là, je pourrais enfin te dévoiler cette scène là qui m'a donné des frissons. Vraiment, j'étais vraiment émerveillé parce que sur ce que je viens de voir, j'étais trop content et c'est ce qui me fait apprécier énormément Si tu tends l'oreille. Voilà, et c'est la fin de ces critiques de films. Maintenant, à toi. Night. Alors c'est parti, alors comme tu peux le voir, j'ai découvert cette semaine la trilogie des morts vivants. Et je sais que tu as vu les 2 premiers, mais je sais pas si depuis tu as vu le 3, parce que t'étais parti de la salle avant de voir le 3, donc bon, faudra me dire si tu l'as vu. Et alors le premier, il est excellent, et malgré le faible budget, j'y ai vraiment cru jusqu'au bout à cette histoire de zombies, à ce huis clos assez bien géré. Et la fin est vraiment... c'est une fin qui te fout le seum en fait, vraiment, c'est une fin où à la fin t'as trop la haine. Et c'est assez divertissant, même si bon, mon préféré c'est le 2, mais je vais y revenir juste après. Mais sur le 1, il y a juste un truc que je trouvais super intéressant. En fait, quand on se renseigne un peu sur le film, on se rend compte que George Romero, on dit que c'est un film qui a été fait pour parler du racisme aux États-Unis, de la guerre du Vietnam et tout. Et en fait, George Romero, en interview, a toujours nié. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que les gens ont toujours trouvé des explications en fonction plutôt à cause du contexte historique de l'époque, alors qu'en fait, Romero n'a jamais voulu mettre ça dans son film en fait. Donc c'est un bon exemple de l'histoire et de l'époque qui vont un peu s'emparer et un peu peut-être surinterpréter le film quoi. Alors je suis hyper content que t'aies vu la trilogie Romero, c'est vraiment hyper cool. Alors tu vois, je vais parler un petit peu de ça. Alors oui, La Nuit des Morts Vivants, j'ai rien à redire là-dessus, c'est vraiment insane, c'est incroyable. Donc un tout petit budget, il a réussi à faire un film culte, il a réussi à faire naître quelque chose les zombies qui vont être réutilisés, c'est l'un des monstres les plus connus dans le cinéma d'horreur, et ouais, cette fin, mais putain, elle te fout les boules, c'est incroyable. J'étais sur le siège au cinéma et je disais, mais bordel, mais vous avez pas honte? Lorsqu'il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Zombie. Alors le deuxième, Dawn of the Dead, donc zombie en français, c'est clairement mon préféré. On passe tout de suite à la couleur. Et j'ai vu que beaucoup de gens critiquaient la couleur en disant que c'est moche. Bon, moi je trouve pas, mais bon, après c'est assez subjectif quand même. Et pour moi, c'est mon préféré des 3, parce que là, pour le coup, il y a vraiment un vrai propos, notamment sur la société de consommation. Et du coup, les zombies, on commence à préciser un peu ce que c'est. Notamment dans le fait qu'ils ont un peu des souvenirs de leur vie passée, c'est pour ça qu'ils vont dans le centre commercial. Donc ça a un peu un propos sur la société, la population qui serait un peu asservie et abrutie par les centres commerciaux, tout ça. Et qui du coup se transformerait en une population zombifiée, une sorte de masse informe et abrutie. Et du coup, j'ai trouvé le propos beaucoup plus intéressant, en plus d'avoir des scènes, enfin par exemple la scène là où un des 4 est transformé en zombie et doit se faire tirer dans la tête par le Renoir. Cette scène, elle est terrible quoi, elle est absolument terrible, elle m'a mis au sol. Et tu vois, Zombie,
Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai vu dans une salle, parce que malgré le fait que je l'ai vu au cinéma, c'était très cool, ok, je dis pas le contraire, mais par contre, on était hyper serré, sa race, donc du coup j'ai dû ranger pendant tout le film mes jambes sur le côté, et ça me faisait chier, ça me faisait mal au bout d'un moment, et j'ai pas pu profiter pleinement du film. Et donc du coup, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est une espèce de parodie des Américains. C'est gore, ça en fout de partout, c'est un film juste pour déconner, les Américains en ont rien à foutre. C'est une critique de l'Amérique, hein, j'ai l'impression. Et j'en ai pas gardé un hyper bon souvenir. Je l'avais pas trouvé hyper ouf. Faudrait peut-être que je le revoie, faudrait peut-être que j'ai un second visionnage pour voir, parce que tu l'avais apparemment kiffé, mais moi je l'ai pas énormément apprécié. Hein. Think. The dead shall have their day. Day of the dead. Et enfin le troisième, donc le jour des morts vivants. Bon là je vais plutôt t'expliquer puisque je sais pas si tu l'as vu depuis. En gros c'est encore des personnages différents, parce qu'il n'y a aucun des trois films qui est lié, qui se réunissent dans une sorte de bunker pour échapper aux zombies qui sont à la surface. Et du coup il va y avoir un peu des tensions entre une partie des gens qui sont des militaires et l'autre partie qui sont un peu des scientifiques, quoi. Et c'est clairement le moins bon des trois, parce qu'ici on va beaucoup moins voir les zombies, à part dans les 20-25 dernières minutes, à part ça on va quasiment jamais les voir. Et du coup Romero va essayer ici de s'attarder plus sur les conflits humains, mais on voit qu'il a clairement moins de talent là-dedans, c'est-à-dire que quand il essaye de traiter des zombies il est très fort, mais les humains, c'est un peu plus compliqué pour George, hein, c'est plus compliqué pour lui. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment y avoir une évolution dans les thématiques de Romero, ce qui font que malgré que le film est en soi pas terrible, l'approfondissement des thématiques en fonction du deuxième opus, qui est donc Dawn of the Dead, et l'extension et l'approfondissement de ces thématiques font que le 1 reste assez indépendant, mais le 2 et le 3 vraiment se complètent. Et si t'as toujours pas vu le 3, même s'il est moins bon, je te conseille de le voir, parce que vraiment, il y a des choses vachement intéressantes, malgré le fait que on s'emmerde quand même un peu. Pour répondre à ta question, non, je n'ai pas vu le jour des morts vivants. Et d'ailleurs, faudrait que je le voie, quoi. Ensuite, après avoir visionné la trilogie des morts vivants, j'ai regardé Panique sur Florida Beach de Joe Dante, donc réalisateur de Gremlins 1 et 2. Et c'est un film qui te rend vachement heureux. C'est un film qui te met de bonne humeur, parce que en fait tout le film respire l'amour du cinéma. C'est-à-dire que Joe Dante c'est vraiment un cinéphile, et c'est un mec où chacun de ses films tu sens que vraiment il aime le cinéma, mais comme pas possible. Et là du coup il va pouvoir exprimer son amour pour le cinéma, et notamment pour le cinéma un peu bis des années 50-60, série Z un peu, et aussi sur l'amour de la salle de cinéma. La salle de cinéma, le lieu où vraiment il va mettre le réalisateur comme une sorte de showman un peu, qui va essayer de repousser un peu les limites du cinéma pour proposer un spectacle inédit aux spectateurs. Et tout ça sur fond de guerre froide, donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Ça parle aussi du lien entre fiction et réalité, donc Panique sur Florida Beach, si t'as l'occasion de le voir, c'est un film qui, en plus de te rendre heureux, est extrêmement sympa. Nous sommes tant aimés des Torrescola. Bon, ça j'ai pu en profiter puisqu'il y avait une offre sur la Cinétech. Bon, je sais pas si tu te souviens, c'était une des plateformes qui avait proposé In the Panda dans une de ses vidéos. Et du coup, il le proposait gratos pendant 48 heures. Et je l'ai vu et je m'attendais pas à ça. C'est grandiose, c'est un chef-d'œuvre. Et ça se hisse parmi mes films préférés instantanément. Parce que s'il y a un sentiment dans les films qui me procure un maximum d'émotion, c'est la nostalgie. Tous les films qui se basent sur la nostalgie, qui le font bien, hein, mais qui parlent de nostalgie, de l'évolution des rapports entre plusieurs individus sur 30 ans, puisqu'on va du coup suivre l'amitié de trois amis sur 30 ans pendant l'Italie de l'après-guerre, entre 45 et 75 du coup, 55, 60, oui, jusqu'à 75. Et on va du coup suivre un peu cette amitié, leurs histoires d'amour, leurs problèmes d'argent, leurs problèmes de boulot. Et ça va être d'une émotion folle. Et les 2 heures, vraiment, on les voit pas passer. Ça dit aussi des choses sur le contexte historique italien de l'époque. Et c'est vraiment hyper touchant, même si on connaît rien à cette période historique de ce pays, c'est super intéressant. Et le voir par le prisme de ces 3 personnages qui vont s'éloigner progressivement et avoir des chemins de vie très différents, ça va vraiment donner un film super touchant. Et à un moment dans le film, vers la fin, il y a un regard qui est lancé par un des protagonistes, mais juste un regard, pas de parole, mais
waouh, mon cerveau, il a fait un 360 degrés avant, arrière, sur le côté. Et j'ai eu envie de chialer, quoi. C'était vraiment beau, quoi. C'est un film absolument splendide. Et si t'as l'occasion de le voir, c'est grandiose. Ah oui, et c'est aussi le réalisateur de Affreux, Sale et Méchant, que je t'avais présenté il y a 2 semaines, je crois. Et là, c'est encore mieux, du coup. Et là, je viens de parler d'un bon film. Et c'est du coup parfait d'enchaîner sur Dark Star de John Carpenter. Alors, Dark Star, c'est le tout premier film de Carpenter. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était un moyen métrage qui durait 48 minutes et que Romero, n'importe quoi, Carpenter avait réalisé pour ses études, je crois. Et du coup, je me suis dit, bah, pour rentrer dans le cinéma de Carpenter, quoi de mieux que de regarder son premier film? C'était un calvaire. C'était un calvaire. En gros, le film raconte l'histoire de 4 mecs dans un vaisseau spatial qui sont sur le vaisseau, quoi. Il y a rien d'autre. Il va leur arriver des petits trucs et tout. Alors, les effets spéciaux puent la merde, le scénario est nul à chier, les acteurs jouent comme des pieds, c'est ridicule, c'est pas intéressant, le scénario est écrit mais n'importe comment. Honnêtement, c'est un des pires scénarios que j'ai vu de ma vie. Il y a pas de but, il y a pas d'accomplissement. Le film, c'est juste un truc qui se traîne. Et honnêtement, sur les 30 dernières minutes, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que le film dure 1h20, ce qui est rien. 1h20, c'est très court. Je pense, je me suis rarement autant ennuyé devant un film. C'était absolument chiant, c'était un calvaire. Il n'y a rien qui va. C'est filmé avec le cul. Et autant il y a des réalisateurs avec un petit budget comme Romero qui arrivent à faire des trucs bien, autant Carpenter avec un petit budget, c'est ridicule, c'est nul à chier. Et on s'emmerde, mais comme pas possible alors que ça dure que 1h20. Et en plus, ça essaye d'être drôle et tout, c'est ridicule. Et il y a des gens en plus qui disent oui, ça aurait inspiré Alien et Star Wars et tout. C'est du mytho. Voilà, il y a un seul truc, il y a un seul plan qui dure 2 secondes, qui ressemble un peu à Star Wars, effectivement. Mais à part ça, il y a rien. Et honnêtement, passe ton chemin, parce que c'est un film absolument atroce. C'est atroce. Et en fait, il faut le voir pour le croire. Vraiment. Et à un moment, il y a un passage avec un alien. L'alien, tu sais, les ballons, comment dire? Les ballons de piscine un peu. Tu sais, juste remplis d'hélium. Et ben c'est vraiment ça, et c'est visible. Et en fait, bon, je te spoil, j'en ai plus rien à foutre. À un moment, il tue l'alien en crevant le ballon. C'est-à-dire que les mecs assument que c'est un ballon en fait. Et quand ils tirent sur l'alien, ça crève le ballon. C'est ridicule. C'est absolument affreux, Dark Star. The one, the only, the classic Halloween. Et du coup, hier, deuxième Carpenter. Bon là, j'avais un peu plus d'appréhension. Un peu moins d'appréhension, pardon, pour celui-là, parce que c'était un film assez culte. Halloween, donc La Nuit des Masques en français, personne ne l'a jamais appelé comme ça. Et bon, là, c'est clairement plus abouti, c'est clairement un meilleur film. Hein. Alors du coup, bon, je pense que je vais te raconter le scénario, même si je pense que tu le connais. Michael Myers, quand il était gosse, a tué sa sœur, et une vingtaine d'années après, s'échappe de l'asile psychiatrique où il était enfermé jusque-là, et va retourner dans sa ville natale, là où il a tué sa sœur, afin de refaire un carnage sur des pauvres jeunes filles qui n'ont rien demandé. Et là, c'est beaucoup plus efficace. Alors même si le film est, avec le recul, vachement cliché, et il y a des trucs dans le scénario qui juste te font péter un câble. Enfin, je sais pas si tu as vu, du coup, je vais pas te raconter, mais il y a des moments dans le scénario. Les personnages stupides, ça m'énerve, c'est le truc que je déteste le plus au cinéma, je pense. Mais à part ça, on ne peut que reconnaître que Carpenter a un certain talent pour faire monter la tension, pour un peu foutre les jetons, parce que ça fait quand même un peu peur. Et pourtant, je suis difficile à faire peur quand même devant un film, mais là, il y avait quand même de la tension. Malgré que les meurtres soient pas très inventifs, voilà. Si t'es à la recherche de meurtres super sophistiqués et tout, passe ton chemin, il y a pas grand chose. Si t'as vu Seven et qu'apparemment les meurtres sont super ouf, passe ton chemin. Halloween, c'est des étranglements et des coups de couteau, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est le personnage de Michael Myers, en fait, qui est une figure où il y a rien à en tirer, inexpressif, il dit pas un mot de tout le film, et c'est vraiment le mal incarné, c'est vraiment une version assez abstractisée du mal, qui va être assez impressionnante en fait, qui va vachement faire peur justement parce qu'il y a rien à en tirer quoi. Et pour le coup, tu vois, je suis toujours surpris de ne pas avoir vu Halloween le premier du nom parce que j'ai quand même vu Halloween le tout dernier, le remake, qui est on va dire une certaine suite, c'est 40 ans après le premier film, timeline réelle. Je l'avais vu, je l'avais trouvé mais vraiment bien fait. Ça sentait vraiment l'aujourd'hui quoi, c'est le Michael Myers d'aujourd'hui. Donc
je suis assez dégoûté de ne pas avoir vu l'original avant, sachant que c'est un des slashers les plus emblématiques avec Freddy, Jason, etc. Et ouais, Michael Myers, c'est le diable incarné. Tu vois, il ne s'arrêtera pas de marcher. Tu vois, il ne courira jamais. Il marchera, mais il ne s'arrêtera pas tant qu'il t'aura pas buté. Et ça, c'est bon. C'est donc la fin de cette review cinématographique épisode ou semaine numéro 6. Merci d'avoir suivi jusque-là, cela fait extrêmement plaisir. Comme l'entièreté de la review cinématographique se déroule sur Instagram, je vous donne alors nos Instagram dès à présent. Pour ma part, c'est polo-axor, POLO-RAX0R. Et pour mon ami Louis, d'ailleurs, je le remercie encore et je le remercierai toujours de participer avec moi dans cette review cinématographique, cela fait extrêmement plaisir. Pour sa part, c'est Louis-Perquin, LOUIS-PERQUIN. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être une nouvelle review cinématographique de la semaine, et sur ce, moi je vous dis, bye tout le monde.